Bon, écoutez, bonjour à tous. Ça fera venir les quelques retardataires, mais je voulais, sans plus tarder, moi, vous présenter nos intervenants qui vont nous parler de l'un des trois versants de la fonction publique. Vous savez il y a une seule fonction publique d'ailleurs, hein, mais on a l'habitude de parler de trois versants, le versant État, territorial, et aujourd'hui et ce midi, on vous parle du versant hospitalier. Pour ce faire, on a réuni quelques intervenants qui vous donneront des éclairages un peu différents sur cette fonction publique et les métiers qu'on peut y exercer. D'abord, Sophie Guinoiseau, qui est présidente de la Fédération nationale des établissements de santé de proximité, pourra nous expliquer un petit peu le type d'établissement qu'elle représente. Et elle est directrice du centre hospitalier Léon-Aubance. Rodolphe Soulier est quant à lui responsable du pôle RH de la Fédération hospitalière de France, la FHF, qui représente les établissements médico-sociaux et sanitaires. Il pourra aussi en dire un peu plus. Et ensuite, on a deux représentants d'établissements de taille très importante. Florian Thess, d'abord, qui est directeur du département attractivité et pilotage RH à l'APHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et Thibaut Strasser, à côté de moi, des RH du CHU de Bordeaux. Alors, c'est vrai que moi, je peux peut-être commencer avec un paradoxe auquel on est confronté, qui est que ce versant hospitalier est probablement l'un des moins connus. On va essayer d'éclaircir un peu ce mystère dans quelques instants. Et pourtant, c'est aussi l'un des services publics les plus appréciés des Français à chaque fois qu'il y a des sondages qui sont réalisés. Et puis, c'est aussi en fait un service public et du coup une fonction publique qu'on côtoie, je dirais, dans les moments les plus importants de sa vie et qu'on côtoie aussi en proximité très régulièrement. Mais encore une fois, on va avoir l'occasion à la fois dans quelques échanges en table ronde, mais aussi sur des questions que vous pourriez avoir, de lever une partie de ce mystère. Peut-être, on peut commencer avant de dire comment on peut entrer dans la fonction publique hospitalière par essayer de la présenter à grands traits. Et peut-être que je vais me tourner vers Rodolphe Soulier et Sophie Guinoiseau pour qu'ils nous disent, de leur point de vue, ce qui caractérise la fonction publique hospitalière par rapport aux autres univers métiers et aux autres versants de la fonction publique. Sophie Guinoiseau, peut-être pour commencer ? Alors, selon moi, ce qui caractérise la fonction publique hospitalière, c'est le rapport assez intime qu'on peut avoir avec. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de sa vie, va être amené à avoir recours au service public hospitalier. Il s'agit de moments de vulnérabilité, soit ponctuels, qui nous amènent à être pris en charge à l'hôpital, soit des situations de vulnérabilité qui peuvent nous amener à avoir recours aux services médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou du service public hospitalier. On a dans nos métiers, ce qui pour moi est particulier exactement, c'est la notion de parcours. On en parle beaucoup du parcours. Depuis les années 2010, on en parle beaucoup dans les politiques publiques. La notion de parcours de vie et de parcours de soins sont intermêlées et elles vont aussi venir façonner notre exercice professionnel. Pour dire ça simplement, dans les hôpitaux de proximité, par exemple, on a une offre sanitaire, c'est 350 hôpitaux en France à peu près. On a une offre sanitaire, sans chirurgie, sans obstétrique, mais une offre sanitaire de proximité et une offre médico-sociale. Sur le volet médico-social, en France, on a 4 grands axes. On a l'inclusion, l'enfance en danger, on a les personnes en situation de handicap et on a également l'appui aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie. On va déployer dans le service public hospitalier à la fois de l'accompagnement en établissement et de l'aide au maintien à domicile. Et donc, on pense de manière décloisonnée à nos parcours. Et évidemment, on est à ces moments de vulnérabilité pour nos usagers. Donc, la relation est particulière. Elle est particulière dans son rythme. Il y a la continuité de service qui s'impose à nous. Nos services, c'est H24/7/7.
Et il y a aussi, au-delà de ce rythme, la prise en compte que cette vulnérabilité rend notre exercice surprenant, voire parfois imprévisible. Dans mon métier, ça fait 20 ans que je le fais, je n'ai jamais eu 2 journées identiques. Merci. Rodolphe Soulier. De manière complémentaire, alors c'est une fonction publique qui se trouve partout, hein. C'est sa particularité, c'est qu'elle maille tous les territoires sur beaucoup de sujets, et donc il y a forcément un hôpital public près de chez vous, il y a forcément un établissement médico-social public près de chez vous aussi, donc c'est une fonction publique qui a une logique d'équilibre entre des missions souvent complètement similaires sur le territoire national et un ancrage territorial très fort. Et donc quand on est intéressé par ces deux aspects, forcément c'est quelque chose qu'on peut facilement retrouver. Il y a à peu près, pas tout à fait 5000 employeurs hospitaliers et médico-sociaux. C'est une particularité d'ailleurs de ce versant de la fonction publique, c'est que l'employeur, c'est l'établissement directement. Donc on a cette diversité-là que l'on peut retrouver au quotidien. Et puis on y retrouve aussi beaucoup plus de métiers qu'on ne le pense. Quand on voit les choses de l'extérieur ou qu'on les voit sous un prisme médiatique, par exemple, on identifie assez bien un certain nombre de professionnels qui travaillent en blanc. On identifie probablement moins les autres métiers, ceux que l'on retrouve derrière. Peut-être dire en complément de ce qu'évoquait Sophie également, que c'est une fonction publique qui a une mission centrale, le soin et l'accompagnement, en n'oubliant pas 2 missions complémentaires qui sont incarnées en particulier par les CHU, mais pas seulement, que sont celles de l'enseignement et de la recherche. Et donc, il y a une forme de continuum, il y a une forme de tropisme naturel vers l'innovation dans l'environnement public, sanitaire et médico-social, qui est assez unique parce qu'il traverse l'ensemble des métiers, l'ensemble des exercices, et on le retrouve forcément dans son quotidien. Et puis peut-être un dernier élément qui est très fonction publique, pour le coup, on fait un versant à part entière, c'est aussi une composante très directe de certains enjeux de souveraineté que l'on peut retrouver, à la fois à travers l'importance que chaque établissement peut avoir, hein. Très souvent, le premier employeur d'un territoire, c'est l'hôpital. C'est moins souvent l'établissement médico-social, mais c'est à peu près tout le temps l'hôpital. Et quand je dis du territoire, c'est de la ville, souvent du département, parfois de la région, même hors AP-HP. Donc c'est évidemment un élément important, mais quand je dis que c'est un versant qui participe pleinement des enjeux de souveraineté, eh ben, on l'a revu il n'y a pas très longtemps, en fait, les 5 ans du début du Covid aujourd'hui, mais c'est un versant de la fonction publique qui est très directement concerné par les enjeux de protection sanitaire, de bouclier sanitaire, et c'est une mission que joue très directement pour le coup le versant public, à la différence par exemple du versant privé, mais on reviendra sur ce mode d'exercice particulier de ce versant-là qui compose avec une composante privée et associative en plus de l'exercice public pur et dur. Merci. Je retiens d'ailleurs en vous écoutant que on parle là de fonction publique et de perspective de carrière. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que même si on rentre dans un établissement, on peut exercer beaucoup de métiers, on va en parler, et on peut l'exercer partout sur le territoire. Et donc, en fait, même si les établissements sont juridiquement indépendants, il y a une forme en fait de grande continuité et de possibilités possibles pour ceux qui choisissent ces métiers. Justement, puisqu'on parle des métiers, on peut essayer d'entrer dans certains de ces établissements avec nos 2 collègues ici présents. Alors, on parle de très grands établissements, hein. Je crois que Thibault, c'est quoi? C'est 15 000 agents, vous voyez, au CHU de Bordeaux. Florian, 100 000. Voilà, qui dit mieux, on ne fera pas mieux en France, mais vous voyez que ça peut être des collectifs extrêmement vastes, avec autant de possibilités. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que Rodolphe Soulier a commencé à nous dire, cette variété des métiers? En fait, on parle de quoi quand on parle de FPH? Alors Rodolphe a dit un peu plus de 200 métiers. Effectivement, je pense qu'à la PHP, on a quelques métiers qu'on dit spécifiques, mais on doit être à 250 métiers.
Quand on regarde les séries, je pense à la télé, on voit les médecins, parfois un peu les infirmiers et rarement autre chose. Alors qu'en fait, hors soins, il y a en fait une grande variété de métiers dans les filières administratives. Je pense que là, pour le coup, ça fait partie des métiers qui sont accessibles à des diplômés, par exemple, de l'université de Nanterre ou d'universités classiques comme Sorbonne, Assas, etc. Il y a la filière logistique et la filière technique. Ce qui, à mon avis, est la richesse de l'hôpital, et c'est pas propre à la PHP, c'est que ça va, entre guillemets, de tout en bas, sans que ce soit péjoratif, mais ça veut dire pas de qualification, jusqu'à tout en haut. Et tout en haut, c'est vraiment des métiers d'expertise, d'innovation et de recherche. Rodolphe parlait aussi de la recherche, mais ça veut dire la recherche en soins, mais ça veut dire aussi des choses qu'on fait, par exemple sur le numérique, où on a un certain nombre de métiers avec des terrains de jeu parmi les plus chouettes, pour le dire simplement, en France. Donc c'est aussi une manière de dire qu'il y a une variété de métiers qui existent. Et la richesse sans doute de l'hôpital public, c'est qu'en fait, on peut bouger. On peut bouger, juste avant, on parlait de mobilité géographique, mais on peut bouger avec une mobilité ascendante. Et ça, je pense que c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver ailleurs dans les autres fonctions publiques, parce qu'on accompagne, parce qu'on forme, parce qu'on finance les années de formation. Et ça, c'est vrai que c'est un investissement colossal. Pour donner un exemple, à la PHP, c'est à peu près 150 millions d'euros chaque année qui sont investis sur la formation. Donc, quand je compare avec des structures même privées ou d'autres fonctions publiques, c'est vrai qu'à mon avis, c'est sans équivalent et c'est une richesse de l'hôpital public. Effectivement, enfin, moi je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Pour le CHU de Bordeaux, les chiffres sont modestes, encore que ça reste un CHU d'envergure nationale, donc 15 000 professionnels, 9 500 liés directement aux soins, et puis effectivement toute une série de métiers sur des métiers dits supports, les métiers liés à l'administratif, les métiers également de filière donc technique, médico-technique, et pour lesquels, enfin voilà, il y a tout un enjeu à les faire connaître pour justement créer les vocations en interne ou à l'extérieur de ces établissements, et notamment donc pour développer l'attractivité sur ces filières-là. Florian l'a dit, on a des métiers faiblement qualifiés et également des métiers de niche et où on est sur de la surspécialité. Moi, je pense notamment à des métiers liés au développement de l'intelligence artificielle dans les établissements de santé, liés donc à l'ensemble des données qui sont générées et qui sont réutilisées par la suite, mais également à des métiers liés à sur les questions liées à la propriété intellectuelle, puisque, comme Rodolphe l'a indiqué, il y a des enjeux notamment liés à la recherche dans ces établissements, les CHU en particulier. Pour le CHU de Bordeaux, l'engagement à accompagner l'évolution des professionnels est assez conséquent également. C'est pas 150 millions, on est sur 13 millions, mais néanmoins, je souhaite vraiment insister là-dessus parce que c'est un engagement des employeurs en faveur des professionnels qui viennent travailler au sein de l'établissement, alors permettre de diversifier, d'évoluer professionnellement, de débuter par exemple sur des métiers techniques ou d'aide-soignant, et puis d'évoluer par exemple sur des métiers de radiophysicien ou sur d'autres secteurs un peu plus pointus et en accompagnement sur des formations très complexes, les professionnels dans ces évolutions professionnelles. Mais donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut souligner aujourd'hui et qui est une des particularités de la fonction publique hospitalière. On peut préciser que ce ne sont pas que les soignants qui bénéficient de cet accompagnement. On accompagne tous les métiers. Exactement. L'ensemble des filières sont vraiment accompagnées dans le cadre de l'accompagnement à la formation tout au long de la vie, et notamment les filières de catégorie C, où il y a vraiment un accent particulier qui est fait sur la formation et sur l'évolution professionnelle. C'est vraiment une traduction, on va dire comme ça, de l'ascenseur social que l'on a également, et où l'hôpital est vraiment l'environnement qui permet cette évolution professionnelle. Merci. Donc, on voit bien la complexité, la variété des organisations, mais pour autant que tout le monde dans un établissement, il partage, c'est ça, ses valeurs, il partage cet engagement et le sens du travail. Je voudrais vraiment revenir d'ailleurs sur ça, sur cette particularité-là des valeurs et du coup des enjeux que cette fonction publique elle doit traiter.
qui peut-être d'ailleurs la singularise. Par exemple, peut-être Rodolphe, avec la vision d'ensemble qu'a la FHF, est-ce que, par exemple, on imagine tout de suite FPH, enjeux sanitaires, enjeux sociaux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose auquel qu'on peut s'attendre à traiter en arrivant dans la FPH? C'est la raison d'être même, pour le coup, de ce versant. On dit souvent que c'est un versant de la fonction publique qui est un versant de métier, par opposition aux autres versants qui sont plus organiques en tant que tels. C'est-à-dire le cœur du versant hospitalier, c'est la mission de soins en tant que telle. La mission de soins, pour le coup, elle a plusieurs déclinaisons. Déjà, on va se dire, parce que c'est pas forcément présente dans l'esprit de tout le monde. Donc la particularité du système de soins en France, c'est qu'il repose sur une jambe publique, qui est une jambe solide. Il y a une jambe privée qui elle-même est subdivisée en privé à but lucratif et privé à but non lucratif. Et puis tout l'environnement libéral, qu'on résume un peu parfois à la médecine de ville, mais qui va un peu au-delà. Il n'empêche que, pour le coup, malgré ce contexte un peu particulier d'exercice qu'on retrouve dans assez peu d'autres versants, au final, la plupart des missions de service public souvent sont exclusives de tout autre type de mission, l'essentiel de l'activité de soins en France est réalisé à l'hôpital public. Et en particulier, les missions qui, précisément, requièrent un accueil permanent et sans discrimination. Alors, on peut se donner quelques notions, histoire de l'avoir en tête. Plus de 80% de l'activité d'urgence est réalisée par les hôpitaux publics. Donc, quand on a une urgence, quand on a un problème non programmé, ça se fait à l'hôpital public. On a évidemment, y compris en situation de crise, c'est encore plus marqué. J'évoquais rapidement le Covid tout à l'heure. À peu près 85% des prises en charge de patients Covid ont été réalisées dans les établissements publics de santé. Et c'est vrai aussi à l'autre bout de la chaîne. On évoquait tout à l'heure la question de la chaîne. Globalement, les filières d'excellence et de recours sont la plupart du temps dans des établissements publics de santé. Alors je ne sais pas si c'est 100%, mais si ce n'est pas 100%, c'est 98% des activités de greffe, par exemple, donc activités très pointues et très complexes à réaliser, sont réalisées dans l'environnement public. L'essentiel de la recherche, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc cette notion de valeur inhérente au service public, pour le coup, pas spécifiquement hospitalier, au service public tout court, on le retrouve de manière très marquée dans le versant hospitalier, à travers son activité, à travers ce que ça induit pour les professionnels qui s'y engagent, notamment les enjeux de continuité et d'adaptabilité, ou de mutabilité, si on veut utiliser les termes consacrés. Et cet intérêt général, il s'incarne très concrètement au quotidien, en permanence, puisque l'accès, il est tous les jours, dans toutes les situations. Et quand je dis dans toutes les situations, c'est dans toutes les situations individuelles, mais aussi dans toutes les situations collectives, et en particulier les situations de crise. Et puis peut-être un dernier élément pour illustrer à quel point ce que je dis là ne fait que se renforcer au cours des années. On sait que la plupart des défis sociétaux au-devant desquels on va embarquent d'une manière ou d'une autre une dimension médicale ou médico-sociale. J'en prends quelques-uns parce que ça serait trop long de les citer tous, mais le vieillissement de la population, par définition, c'est un sujet majeur pour tout service public et en particulier pour un service public de santé et médico-social. Le développement des maladies chroniques, pour prendre quelque chose de beaucoup plus médical, c'est un sujet qui concerne à peu près tout le monde. Le sujet de la santé mentale, qui est un sujet actuel et très annuel dans le cadre de cette cause nationale, ou dans un tout autre style, pour évoquer une priorité de la Fédération hospitalière de France, par exemple le sujet de la recherche et de la santé des femmes en particulier. Donc on a un nombre de champs importants qui s'explorent et au cœur duquel le moteur, le cœur battant, si on préfère, c'est clairement le versant public du système de santé. On a parlé tout à l'heure, Sophie, je crois que vous avez insisté sur le fait qu'il y avait une offre en fait à peu près partout sur le territoire. J'imagine que là aussi, on entend... alors, on sait que les préfets sont beaucoup en lien avec les élus, les territoires. Est-ce que les hôpitaux et, d'une manière générale, les structures de la FPH ont aussi ces enjeux de territoire, de lien avec la population ?
Absolument. Pour les hôpitaux de proximité, alors je prends cet exemple-là non seulement parce qu'effectivement je préside la fédération, mais aussi parce qu'il y a le sanitaire et le médico-social. Les hôpitaux de proximité sont membres des GHT, pour les 85% d'entre eux qui sont publics. GHT, c'est quoi peut-être? Groupement hospitalier de territoire. Donc on a, Rodolphe évoquait la proportion public-privé. Les hôpitaux de proximité, c'est 85% d'établissements publics, 12% d'associatifs et 3% de privés lucratifs, pour donner un petit peu la composition. Donc on va avoir dans cet exercice-là à la fois une coopération avec le groupement hospitalier de territoire pour développer les filières jusque dans tous nos territoires, mais également, et c'est fondamental, en local, sur le territoire, le bassin, avec l'ensemble des partenaires. Donc ça va évidemment, notre premier partenaire, c'est l'usager et ses proches, les associations, on n'en parle pas assez, mais également les élus qui, en fait, eux, voient la santé comme un enjeu majeur, souhaitent s'y investir. Et évidemment, dans nos établissements qui sont de taille plus modeste, on travaille sur... en exercice mixte, c'est-à-dire que ce qui existe dans les très grands centres hospitaliers, souvent c'est le statutaire. Ce qui existe dans nos établissements de proximité, c'est à la fois du statutaire, mais aussi de l'exercice mixte ville-hôpital. Et dans cet exercice mixte ville-hôpital, on apprend à se connaître, à travailler ensemble. Et aussi, encore une fois, on travaille avec les CPTS, les comités, enfin, tout ce qui est travail collaboratif des libéraux. C'est fondamental aujourd'hui de fonctionner comme ça, parce qu'on a une responsabilité territoriale. Elle est maintenant inscrite, on la partage avec les acteurs de la ville. On ne peut pas la construire, on ne peut pas et on ne souhaite pas la construire sans les usagers, les associations, les élus et les libéraux. Donc le cliché qu'on a pu entendre d'hospitalocentrisme dans sa tour d'ivoire, il est absolument faux. Aujourd'hui, on a un exercice technique, il est vrai, dans nos métiers, mais on a aussi tout un versant de notre travail qui se tourne vers l'extérieur et qui ne peut que se tourner vers l'extérieur. Et il me semble que ce que je dis pour le versant population sur les territoires peut aussi s'étendre sur la recherche. On ne fait pas de la recherche dans son coin, on s'ouvre vers l'extérieur et on travaille avec les autres. Donc ça, c'est un cliché qu'elle a la vie, tout le monde y pense, mais il est très faux, je trouve, aujourd'hui dans la fonction publique hospitalière. Merci. Un autre cliché, d'ailleurs, j'aurais pu en parler au début, c'est, pour ceux qui connaissent la FPH, des fois ils disent, mais c'est la guerre entre les médecins et les administratifs. Alors peut-être que certains d'entre vous sont intéressés plutôt par des carrières administratives ou juridiques ou techniques. Est-ce que c'est vraiment la guerre? Est-ce qu'on peut se parler quand même au sein des établissements, ou est-ce que... non, c'est un cliché qui se confirme. Dites-nous, parce que je pense que tout le monde se pose la question. Effectivement, hein, c'est un peu ce cliché de eux et nous, qui ne se retrouve pas du tout dans la réalité des choses. Un hôpital fonctionne et peut bien fonctionner par cette synergie, cette convergence médico-soignante, administrative, mise en place et qu'on s'évertue à faire tous les jours. Lorsqu'il y a un projet qui est porté par un service, par un médecin, c'est un accompagnement qu'on doit faire et voilà, un alignement qu'on fait pour justement le mener à bien. Ça ne veut pas dire que dans la réalité très concrète du terrain, il n'y a pas des frictions, il n'y a pas des divergences de vues sur certains points, mais tout l'enjeu justement est de parvenir à créer le dialogue, l'espace suffisant pour échanger autour des problématiques, des enjeux, hein, parce que ce soit des enjeux liés à des projets ou les enjeux plus institutionnels liés à la situation d'un établissement sanitaire, d'une politique de l'établissement liée au GHT, à son fonctionnement. Donc c'est un enjeu quotidien. Ça, voilà, les choses ne sont pas tous les jours aussi parfaites qu'elles devraient l'être. Hein. Bien sûr, c'est compliqué, mais on s'y attache. On peut peut-être, et je vais vous laisser peut-être la parole sur une autre dimension de l'exercice dans la fonction publique hospitalière, qui est cette innovation. Hein, on contribue à l'innovation et à la recherche. Peut-être préciser, en fait, les établissements de la FPH, les hôpitaux et les autres structures, c'est d'abord des entreprises de main-d'œuvre.
Je crois que 2/3 à 90% du budget d'un établissement, c'est le personnel. Donc c'est des niveaux très importants. Mais parce que tout est travail d'équipe. Et du coup, les projets qu'on a évoqués, en fait, quel que soit son métier, on a l'occasion d'y contribuer. Alors justement, sur les projets, il y en a qui sont des projets du quotidien, et puis il y a des projets très pour demain, pour l'avenir, avec cette recherche, cette innovation qui se met en place. Est-ce que vous pourriez, peut-être Florian, nous en dire un mot? Alors, je pense que de manière générale, il y a peut-être deux types de projets. Le premier type, à mon avis, c'est que la fonction publique hospitalière et j'allais dire même les centres hospitalo-universitaires ont été confrontés à un certain nombre de difficultés, notamment en termes de ressources humaines. Ça a commencé bien avant la crise sanitaire et à peu près à partir de 2018-2019. Et en fait, à ce moment-là, et c'est peut-être pas dans ce sens-là auquel on pense le terme innovation au premier abord, mais on est obligé d'inventer des choses différentes pour donner envie de venir, donner envie de rester dans les établissements. Et en fait, même, j'allais dire, dans des fonctions comme les RH, comme les fonctions techniques ou logistiques, on trouve des modalités d'organisation qui sont nouvelles, en tout cas qui n'existent pas, et qui font que en fait, c'est un peu le sel de la fonction. C'est qu'on se dit, on a un peu la liberté. Tout à l'heure, on disait les établissements sont autonomes. Ils sont aussi très agiles. Du coup, ils ont la possibilité de se réorganiser. Et c'est pas que pendant la crise sanitaire qu'il y a eu des réorganisations qui permettent d'être plus efficaces. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Les projets de transformation, ils sont quasi quotidiens à l'hôpital et ils permettent en fait d'avoir des fonctions qui sont très intéressantes, qui rendent autonomes et qui permettent d'avoir une créativité qu'on retrouve dans peu de structures, en tout cas peu de structures de cette taille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment que, contrairement à peut-être à l'image d'ailleurs qu'on peut avoir de l'hôpital où on dit c'est un peu vieillot, les locaux, ça ne me paraît pas complètement moderne, etc. En fait, on voit d'une part un certain nombre de projets bâtimentaires colossaux et les investissements de la nation sur ça sont très importants. Mais aussi, j'en parlais sur le numérique, la recherche, en fait, quand on voit les innovations dans la société de manière générale, un certain nombre très avancé viennent de l'hôpital. Quand on rentre même aujourd'hui dans un bloc opératoire où il y a un certain nombre de robots qui fonctionnent, qui peuvent permettre d'opérer à distance, quand on voit l'utilisation de l'intelligence artificielle avec le fait que ça paraît un peu abstrait, on pense uniquement à ChatGPT, mais en fait, que ce soit dans l'imagerie, que ce soit même dans les blocs opératoires, etc., on introduit un certain nombre de dispositifs qui sont portés par l'intelligence artificielle. On voit concrètement les évolutions dont on entend parler en fait à la télé, et même, encore une fois, dans les fonctions comme les ressources humaines, on introduit un certain nombre de sujets sur l'innovation et par exemple sur l'IA, vraiment très concrètement. C'est pas abstrait, on fait des expérimentations, par exemple quelque chose qui est très chronophage et très irritant à l'hôpital, c'est les plannings, parce que tout à l'heure on disait c'est des plannings où on fonctionne 24/24, 7 jours sur 7, c'est compliqué de les faire. C'est un vrai irritant partout. On introduit peu à peu, avec des échecs, avec des réussites, l'intelligence artificielle. Donc on voit concrètement, peu importe sa fonction, si j'ose dire, même si évidemment il y a des fonctions qui sont plus particulièrement chef de projet, innovation, etc., l'innovation au quotidien dans ces structures-là. Et moi, c'est ça que je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est pas abstrait, c'est très concret, et c'est pas que dans les structures comme la PHP qui ont des budgets importants et beaucoup d'agents. C'est dans des CHU, dans des CA, enfin dans des centres hospitalo-universitaires, dans des centres hospitaliers. Et c'est ça qui, à mon avis, doit guider le choix d'un métier, c'est se dire j'ai envie d'y participer, j'ai envie peut-être d'être formé pour, et on parlait de la formation tout à l'heure, et donc je vais m'engager dans ce genre de parcours. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Merci. Thibaut Non, je rejoins complètement effectivement sur cet aspect d'innovation. Enfin, on le retrouve au quotidien. Il faut battre en brèche l'idée selon laquelle il s'agit de structures lourdes qui souffriraient de pesanteur et seraient dans l'incapacité d'innover et d'être en tout cas pourvoyeuses d'innovation, qu'elle soit managériale, technologique ou autre. On est vraiment au cœur de cette question-là et même en sortant de l'ornière APHP ou CHU, on a vraiment dans des centres hospitaliers
même de taille plus modeste, aussi cette capacité, cette agilité qui est importante et qui, au-delà du sens dont on a parlé tout à l'heure, de la participation à l'animation de ce service et au fonctionnement de ce service de proximité, la capacité aussi de pouvoir contribuer avec des organisations innovantes au quotidien, au service du patient. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment tout le sens de la FPH aujourd'hui. Merci à tous. Bon, en vous écoutant, on a quand même listé pas mal de raisons, je dirais, de rejoindre la FPH. Si je les résume, d'abord le sens de l'engagement qui est assez clair. Les gens savent pourquoi ils viennent au travail le matin, quel que soit leur métier, et ça, par les temps qui courent, c'est important. Deuxièmement, avoir des opportunités de mobilité au sein des établissements, mais aussi, comme Florian l'a rappelé, sur le territoire, et donc voilà, beaucoup d'opportunités pour la suite. Un secteur en innovation constante, ça a été rappelé, et c'est pas forcément effectivement les technologies mondiales, c'est aussi des projets d'organisation vraiment d'innovation permanente. Et puis, on n'a peut-être pas insisté dessus, mais on a déjà dit beaucoup de choses, la possibilité d'exercer assez rapidement des responsabilités. Justement, parce que tout est un peu agile, on peut, au bout de quelques mois, quelques années, encadrer des équipes, avoir des budgets qui nous sont confiés. Ça, c'est réel, et peut-être que dans d'autres organisations, ça vient plus tard, parce qu'on est peut-être plus prudent, frileux par ailleurs. Maintenant, la question on est convaincu, mais la question qui se pose, c'est comment on fait pour rejoindre la fonction publique hospitalière. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à notre public qui voudrait rejoindre nos hôpitaux ou nos structures médico-sociales et sociales? Rodolphe, peut-être vision d'ensemble, puis après, je demanderai à Sophie et au DRH qui sont là. Déjà, la première chose, c'est de prendre un peu connaissance des différents métiers, puisque si on veut mûrir son projet, gardez bien à l'esprit qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, et pour tous les parcours, pour tous les profils, et même ceux que vous n'imaginez pas forcément en première intention. Donc ça vaut le coup de se renseigner à travers des choses qui sont faciles d'accès, comme typiquement le répertoire national des métiers de la fonction publique hospitalière, qui est classé en famille, et donc de métiers donc, dans lesquels on peut retrouver assez facilement, ou en tout cas se projeter sur cette diversité-là. Le deuxième aspect, ça peut être de se renseigner auprès des établissements en proximité de là où on cherche, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a forcément un hôpital public près de chez vous. Donc, regardez un peu sa structure et les opportunités d'emploi qui peuvent s'y faire jour. Ça peut toujours être intéressant à creuser, en gardant à l'esprit par ailleurs que les établissements, je le disais tout à l'heure, dans une mission... une culture de l'enseignement qui est présente dans les établissements de santé. Donc, il est aussi, on est dans un univers qui est assez ouvert à l'échange, à la découverte, au stage. Et donc, c'est aussi une bonne manière de venir découvrir un univers qui, sinon, parfois peut paraître un peu lointain. Et puis, je suis obligé de le mentionner, si vous voulez regarder les offres d'emploi qui existent, évidemment, dans la fonction publique hospitalière, n'hésitez pas à consulter le site de la FHF. C'est noté. Sophie, vous nous conseillez aussi de pousser la porte des établissements ? Absolument, absolument. Non, Rodolphe a tout dit sur les modalités pour se renseigner, regarder pour les métiers, choisir le service public, évidemment, a également un site. Aller voir l'hôpital à côté de chez vous, tout à fait d'accord, et le site de la FHF également. Tout a été dit là-dessus, mais il y en a beaucoup plus des établissements juste à côté de chez vous. Il faut vraiment regarder dans le sanitaire et dans le médico-social. On peut y entrer, alors on pense tout de suite au concours pour la fonction publique, et vous me confirmez que ça existe aussi. Est-ce qu'il y a d'autres voies? Moi, j'ai entendu parler d'apprentissage. Qu'est-ce qui peut être fait aussi? Alors oui, c'est une bonne information. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que au-delà du concours, qui est un peu la voie traditionnelle pour la fonction publique de manière générale, je pense que la fonction publique hospitalière, elle a ceci de particulier, que peut-être qu'elle s'est adaptée à un manque parfois de fonctionnaires disponibles. Et donc, d'une part, il y a un nombre de contractuels qui est important. Donc, on peut, en sortie de diplôme, postuler pour un CDD, un CDI dans une structure de la fonction publique hospitalière. Un hôpital public, c'est
normal, c'est pas une exception, c'est vraiment quelque chose de très régulier, et ça n'empêche pas qu'on a des opportunités ensuite d'évolution, soit ensuite pour passer un concours quel qu'il soit pour dérouler une carrière de contractuel. C'est pas du tout problématique. Avant ça, il y a deux choses. Il y a les stages, puisque je pense que peu importe les filières, peu importe les niveaux, peu importe les qualifications, on accueille des stagiaires en grand nombre. Et deux, effectivement, il y a des politiques d'apprentissage. Pour donner un ordre de grandeur, chaque année, c'est à peu près 350 apprentis qu'on accueille à la PHP sur toutes les filières. Donc ça peut être un peu du médico-technique, mais beaucoup de l'administratif, du technique et logistique. Et donc il y a des opportunités, et c'est un peu la période en ce moment pour postuler à un apprentissage. Donc il y a beaucoup de possibilités pour découvrir les métiers de la fonction hospitalière de manière très concrète. Et parfois, certains font des stages même d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, pour juste se rendre compte et se dire, est-ce que j'ai envie de faire un apprentissage? Est-ce que j'ai envie de postuler à un emploi? Donc il y a beaucoup de possibilités, et je ne connais pas un seul professionnel qui n'est pas content de parler de son métier. Donc il faut aussi ne pas hésiter à contacter quelqu'un qu'on connaît ou à utiliser LinkedIn comme à peu près tout le monde en disant je vais poser des questions et essayer de me renseigner. Je pense que ça, c'est aussi important de le faire vraiment sans hésiter. C'est bien noté. Thibaut, vous confirmez ou est-ce que c'est parisien ce que nous a dit Florian? Ce que dit Florian est correct, je le valide et signe, effectivement. Juste pour insister sur le fait qu'il faut, là encore, battre en brèche l'idée selon laquelle on accède à la fonction publique hospitalière uniquement par la voie du concours. Le recrutement en tant que contractuel est possible, avec la possibilité, encore une fois, d'évoluer au sein des établissements. Des concours sont régulièrement organisés pour accéder au statut par les établissements, et donc voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Donc il y a différentes possibilités d'évolution et avec donc, des possibilités promues par les établissements. Merci. Sophie ? Oui, je voulais peut-être insister sur le fait que quand vous entrez dans un établissement qui fait partie du service public hospitalier, vous construisez une expertise qui va être tout à fait valorisable dans les autres établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. La bonne connaissance du fonctionnement public, c'est vraiment quelque chose qui est regardé par l'employeur avec un regard très très favorable. Donc on peut rentrer dans le médico-social, évoluer vers le sanitaire, changer de territoire, ça c'est tout à fait possible. Merci pour ces précisions. Alors on s'est gardé quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions. N'hésitez pas, je regarde s'il y en a. Non, j'en vois pas. Est-ce que peut-être quand même pour illustrer ce qu'on s'est dit, vous pourriez chacun nous dire ce que vous avez fait comme parcours et nous dire... voilà, comment vous vous projetez, vous, dans cette carrière? Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez, là où vous êtes arrivé, entre guillemets? Alors effectivement, pour ma part, donc moi j'ai fait des études de droit et de sciences politiques, et donc j'ai présenté il y a de ça quelques années, donc à peu près 5 ans, le concours de l'école des hautes études en santé publique, donc l'école de Rennes, après une préparation au concours assez classique. Et donc, après 2 ans de formation, j'ai pu intégrer le CHU d'Amiens, sur des fonctions de DRH adjoint. Donc voilà, j'ai exercé à peu près 2 ans et demi sur cet établissement, avant de rejoindre un très bel établissement qui est le CHU de Lille, toujours sur de la DRH, sur un autre secteur, mais sur la DRH, avant de rejoindre très récemment, il y a quelques mois, le CHU de Bordeaux en qualité de DRH. Donc un parcours assez coloré, teinté RH, parce que c'est une matière extrêmement passionnante, en tout cas, avec des enjeux extrêmement divers, des enjeux très actuels au cœur des établissements de santé. On l'a évoqué sous l'angle de l'attractivité, de la fidélisation, on a dit, c'est des établissements qui fonctionnent sur de la main-d'œuvre, et avec cet enjeu principal de mobiliser les professionnels pour le faire fonctionner. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de très, de passionnant, et qui donne du sens justement au quotidien dans l'engagement que j'ai au sein de la fonction publique hospitalière. Merci Thibaut. Florian ? C'est pas très original par rapport à Thibaut. Moi j'ai fait des études de droit, ensuite Sciences Po Paris et le HESP. Et j'ai commencé ma carrière au CHU de Toulouse comme DRH adjoint, donc on est très proche, avant de rejoindre la PHP à la DRH aussi.
Et peut-être ça illustre à mon avis deux choses. La première, c'est que en fait, même dans des structures de taille importante, au CHU de Toulouse, il y a à peu près 16 000 professionnels et à l'AP, comme je le disais, il y a à peu près 100 000. En fait, on est quand même à hauteur d'usagers, si j'ose dire. On voit ce qu'on fait, on voit vraiment les conséquences sur l'offre de soins. Et c'est ça quand même qui est, à mon avis, extraordinaire, c'est que quand on travaille dans les RH, par exemple dans la période post-Covid, on voit que toutes les actions sur l'attractivité, ça débouche sur la possibilité d'ouvrir des lits, de soigner plus de gens, etc. Et ça, on le voit concrètement, je pense qu'il faut l'avoir en tête. On parle du sens, c'est très abstrait. Là, c'est très concret et ce sens-là, il s'illustre au quotidien. Je pense que ça, il faut l'avoir en tête. La deuxième chose, et on en parlait, et je pense qu'on illustre quand même tout ce sujet-là, c'est que très vite, on peut avoir des responsabilités. On n'attend pas d'avoir 20 ans, 30 ans d'expérience pour avoir des responsabilités. Et je pense que c'est sans commune mesure. Là, c'est des fonctions de direction, Thibaut ou moi. C'est la même chose sur des postes d'attachés où on a beaucoup de professionnels qui sortent d'école ou ont une trentaine d'années. C'est la même chose sur les ingénieurs et sur, je pourrais citer un certain nombre de métiers dans le numérique dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même vraiment, je pense que si on donne la correspondance sur nos structures dans le privé, je pense que les marches sont beaucoup plus nombreuses que celles qu'il y a à l'hôpital public. Ça peut être critiquable, mais en tout cas, c'est une vraie opportunité et qui, à mon avis, est très attractive. Merci. Alors, je crois qu'il y a une question dans le public. Madame, je vais vous passer le micro si vous voulez. Et vous êtes donc pharmacienne, mais pas l'industrie. Et donc, votre souhait, c'est de travailler pour faire quel métier? Oui, en fait, moi, j'ai démarré ma carrière comme tout le monde. J'ai fait 2 ans à l'hôpital, j'ai fait 2 ans de fonction interne. Là, aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, il n'y a plus de postes parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties à l'étranger. Et donc j'essayais, on m'avait dit que, moi j'aimais bien l'hôpital en tant que pharmacien, on m'avait dit qu'éventuellement je pouvais intéresser des gens, mais je me rends compte qu'on me dit que non, parce que je n'ai pas le bon diplôme ou qu'il faut passer un concours. Je ne sais pas si... Je ne sais pas, Rodolphe, qu'est-ce qu'on peut... Après, bon, pour chaque situation, évidemment, il faudrait regarder le parcours, etc. C'est un univers, et ça c'est vrai aussi pour commencer la réponse, assez réglementé, hein, ces métiers de la santé. Donc ce n'est pas vraiment lié que à la fonction publique, mais d'abord à l'exercice des professions médicales. Exactement. Il y a une petite particularité, mais que vous connaissez, madame, et que tout le monde n'a pas forcément en tête, c'est que les 200 métiers ou 250 qu'on évoquait tout à l'heure, c'est à côté de la partie médicale qui elle-même procède d'un mode de gestion, pour le dire un peu rapidement, un peu différent. C'est-à-dire typiquement quand on a tendance à englober la partie médicale dans la fonction publique hospitalière, que techniquement ce sont des agents publics à statut particulier. Donc il faudrait regarder en tant que tel. Ce qui est important surtout, c'est de connaître votre cible d'exercice, parce que le chemin pour aboutir à l'exercice d'un métier en particulier va fondamentalement dépendre de point de départ, point d'arrivée. Et donc tout va dépendre un peu de cet aspect-là. Donc il faudrait le regarder un peu en profil individuel. Merci. Est-ce que... Hop. Je n'en vois pas. Peut-être Rodolphe, puis après Sophie, je vous laisserai le mot de la fin. Est-ce que Rodolphe, tu regrettes ton choix de l'AFPH, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des possibilités de parcours et d'évolution? Pas du tout, je ne regrette pas évidemment. Au contraire, ça permet, Thibaut et Florian l'ont exprimé, je ne vais pas faire mon parcours en particulier, simplement se dire qu'effectivement ça permet vite et rapidement d'avoir des exercices très différenciés, y compris quand on reste dans sa filière de métier. Voilà, si je vous le dis en 2 mots, outre le fait d'avoir démarré tôt et d'avoir eu des fonctions différentes de direction,
on a pu aussi connaître des phases, et le monde hospitalier a la particularité de connaître des phases d'enchaînement un peu spécifiques. Évidemment, la gestion des crises sanitaires en fait partie, donc on apprend un nouveau métier du jour au lendemain et on l'exerce avec enthousiasme sur cette partie-là. Et puis ça permet aussi d'ouvrir à des types d'exercices différents, c'est celui que j'ai aujourd'hui, de connaître le détachement pour le coup, donc des modes de fonctionnement statutaire, mais également de assez bien, et je pense que la fonction publique hospitalière le fait très bien, s'appuyer sur son expérience de terrain pour aller porter des sujets à un niveau national ou à un autre niveau. Et la particularité de cet environnement, c'est d'arriver à faciliter aussi ces parcours-là. Donc il va forcément encore évoluer, cet environnement hospitalier, pour la simple et bonne raison que notre système de santé est appelé à changer de manière importante, que l'hôpital public est en son cœur et que donc par voie de conséquence, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on sera nécessairement dans un exercice différent, mais avec les mêmes valeurs. Merci. On me dit qu'il y a 2 questions qu'on va pouvoir prendre peut-être rapidement, avant de passer le dernier mot à Sophie. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur les grandes lignes de métiers administratifs qui sont proposées dans la fonction publique hospitalière? Merci. En 2 mots, quand je sors d'une formation administrative, quel métier je peux faire? Qu'est-ce qu'on met dans l'univers administratif? Alors, on va mettre 2 grandes catégories pour vraiment le dire en 2 mots. Il y a tout ce qui va tourner autour de l'accompagnement de l'activité médicale, notamment autour des secrétaires médicaux au sens large du terme, qui représentent la majorité des effectifs en la matière, et tout ce qui va tourner autour des fonctions que je vais appeler plutôt des fonctions de gestion plutôt que des fonctions support, parce que c'est pas très parlant, qui sont extrêmement variées, qui vont du support juridique jusqu'à la gestion des ressources humaines, en passant par le pilotage financier, les relations usagers, la qualité, la communication. Donc, il y a un panel extrêmement large dans ces fonctions de gestion et qui d'ailleurs sont ouvertes aussi à tous les niveaux. Voilà, et donc à chaque fois des personnels, comme on dit, de catégorie C, B, A, on a toute la palette de métiers. Merci à vous. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Oui. Non, ça veut dire qu'on arrête. Une grande croix. Madame me dit on arrête. Sophie, un mot, un conseil, et on se quitte sur ces mots. Alors, moi j'ai commencé, pour faire très très différemment de mes collègues, je suis juriste également. Donc j'ai fait un master de droit et de recherche également sur les régulations sociales. J'ai intégré j'ai eu le concours des 3S, des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, intégré l'école, premier poste en tant qu'adjointe à l'époque déjà en hôpital local. C'est les ancêtres des hôpitaux de proximité. Second poste, avant même mes 30 ans, double chefferie d'EHPAD. Puis détachement et intégration par la suite dans le corps des directeurs d'hôpitaux, où j'ai exercé en Yvelines-Nord, au groupement hospitalier de territoire Yvelines-Nord, Poissy, Saint-Germain, Enlay, Meulan-les-Mureaux, Mantes-la-Jolie. En tant que directrice logistique et achat, puis en tant que directrice droit des patients en relation avec les usagers. Retour en Pays de Loire pour la phase suivante de ma carrière avec une première chefferie à Layon-Aubance en hôpital de proximité et depuis la fin de l'année dernière, double chefferie en convention de direction commune de 2 hôpitaux de proximité, Layon-Aubance et Douai-la-Fontaine. Et ça fait déjà 20 ans de carrière et je ne les ai pas vus passer. Et vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que je regretterais ou est-ce que les uns et les autres on regretterait? Pour ma part, j'ai l'impression d'apprendre un nouveau métier régulièrement, tout en restant dans mon corps de métier à moi. Et ça, c'est assez passionnant de s'étonner soi-même, d'apprendre, de pouvoir refaire de la formation régulièrement et avoir des milieux d'exercice complètement différents. J'ai exercé dans le médico-social, j'ai exercé dans les groupements hospitaliers de territoire sur des très très grosses structures. Aujourd'hui, je suis en hôpital de proximité. Si demain, je veux candidater pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Bretagne ou à Saint-Barth, il y a des postes, il y a des environnements de travail diversifiés avec des équipes de travail diversifiées de tailles différentes. C'est assez fantastique de pouvoir avoir toute cette diversité d'exercices et 20 ans après, de ne pas avoir vu le temps passer. Merci à tous
Et puis voilà, bonne suite à chacun d'entre vous.